très heureux de me retrouver ici dans cette assemblée. Donc je vais effectivement vous présenter la vision dont le CEA est porteur quant à notre avenir énergétique. Alors cette conférence et surtout le sujet qui a été choisi par vous-même d'en faire un colloque, c'est-à-dire l'énergie, est un sujet qui vient plus qu'à point, comme vous pourrez le constater, et notamment parce que aujourd'hui est engagé un débat national donc, à l'initiative du gouvernement pour essayer de réfléchir à la transition énergétique, c'est-à-dire la conviction qui est, je crois, très très largement partagée par tous nos concitoyens que la situation présente n'est pas durable, elle n'est pas défendable à long terme et que nous devons évoluer. Et que la nécessité, effectivement, quand on parle d'énergie, c'est de se projeter loin dans l'avenir parce que les évolutions sont sur des temps longs et qu'il n'est pas possible d'un coup de claquement de doigts de décider d'une évolution profonde parce qu'il y a des infrastructures, il y a des comportements qui méritent évidemment grande attention avant de vouloir les bousculer. Donc l'idée est bien d'essayer de proposer comment nous pouvons avancer dans cette transition énergétique. Ce qu'il faut mesurer, c'est quelles que soient les économies d'énergie que l'on puisse faire. Nous allons devoir, au cours de ce siècle, gérer un besoin croissant d'énergie, qui est essentiellement lié à deux phénomènes. Premier phénomène, c'est la croissance de la population. Donc, vous le savez, nous sommes aujourd'hui environ 7 milliards et, je dirais, coup parti, nous serons sans doute à l'horizon donc de la moitié de ce siècle, alors environ 9 milliards d'habitants. Et donc, ces 9 milliards d'habitants sont demandeurs effectivement d'énergie. Pour vous donner une petite idée, c'est 200 000 personnes qui chaque jour sont en sus sur notre planète. Et si vous faites un petit calcul, si en moyenne ces personnes par exemple sont à 2,5 tonnes d'équivalent pétrole par personne et par an, vous avez tout de suite une idée de la croissance d'énergie qui est nécessaire. Et 2,5, c'est pas beaucoup au égard aux canons, par exemple, qui sont les nôtres en France, où nous sommes à 4,5. Je ne parle même pas des États-Unis ou du Canada qui frisent les 9, mais bien sûr, comme vous le savez, il y a aussi d'autres populations qui sont beaucoup plus donc limitées dans leur accès à l'énergie. Et cette croissance, elle est confrontée en même temps à une situation qui est qu'aujourd'hui, plus de 80% de l'énergie mondiale consommée proviennent des énergies fossiles et que donc la demande est croissante sur ces énergies fossiles et que, nous le savons bien, il n'y a pas une disponibilité infinie de cette ressource. Même si nous explorons au mieux les ressources qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle les huiles ou les gaz de roche-mère, ce que d'autres appellent les gaz de schiste, ça ne changera pas fondamentalement les choses à moyen long terme. C'est-à-dire ça peut nous faire gagner quelques décennies, mais pas véritablement au-delà. Il y a une limite, c'est qu'à partir d'un certain moment, s'il faut consommer plus d'énergie pour récupérer une certaine quantité d'énergie que l'on va en bénéficier, ça n'a plus aucun sens. Et puis le dernier point qui est très important, c'est qu'il faut savoir que les difficultés économiques qui sont les nôtres, elles sont pour une part liées au renchérissement du coût de l'énergie. Pour que chacun ait bien en tête ce dont il s'agit, il y a, disons, 5 ou 6 ans, 6 ou 7 ans, en France, on consommait 23 milliards d'euros pour les importations d'une même quantité d'énergie pétrolière et gazière qu'aujourd'hui. L'année dernière, les comptes de la nation ont mis en évidence 68 milliards. Et aujourd'hui, si nous continuons au rythme où nous le faisons pour l'année 2013, ce sera 78 milliards. Donc multiplié par 3 en 6-7 ans, c'est non soutenable. D'autant plus que, comme vous le savez, cette consommation massive des énergies fossiles aboutit à des effets que l'on peut percevoir comme négatifs, très largement au niveau de l'ensemble de la planète, c'est-à-dire effectivement une augmentation marquée des gaz à effet de serre, avec donc, comme vous le voyez, un constat que cette croissance était de plus de 50% entre 1990 et 2012, contrairement à tous les engagements qui ont pu être pris ici ou là, et que donc très manifestement, il y a un risque induit donc, sur le fonctionnement global de la planète. Donc, pour vous donner une petite idée, si l'on voulait ne pas dépasser une hausse de température de 1,5 degré en 2100, ça nécessiterait une baisse de 3% des émissions de CO2 par an pendant 10 ans consécutifs et pour tous les pays du monde. Voilà. Et bien évidemment, en premier lieu, pour tous les grands émetteurs. Et
la seule situation dans laquelle un seul pays a connu cela au cours de son histoire, c'est la France, lorsque, entre 1978 et 1988, elle a développé son parc nucléaire, puisqu'on a substitué à ce moment-là massivement les productions fossiles par des productions nucléaires non émettrices de gaz à effet de serre. Comme vous le savez, il y a tout un ensemble de scénarios que vous voyez ici, je ne vais pas les commenter. La courbe rouge, c'est si on continue sur la lancée où nous sommes aujourd'hui, avec des scénarios évidemment qui sont beaucoup plus volontaristes dans la réduction. Donc, aujourd'hui, avant même le débat politique qui est engagé aujourd'hui sur la transition énergétique et qui donc normalement doit se conclure par une loi devant le Parlement au printemps 2014, eh bien, nous avons pris un certain nombre d'engagements. Les engagements, c'est, comme vous le savez, c'est le fameux 3 x 20 en 2020, et la feuille de route européenne énergie 2050, qui vise à renforcer l'efficacité énergétique. Nous pouvons disposer du même type de service en consommant moins d'énergie. Et ça nécessite bien évidemment un gros effort de développement technologique pour pouvoir effectivement optimiser l'efficacité énergétique. Deuxièmement, l'objectif de ces différents engagements internationaux, c'est effectivement réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Et puis, évidemment, si on veut réduire cette dépendance, qui aujourd'hui, en France, est encore de 50% sur les énergies primaires et 66% sur les énergies finales. Lorsque de bons esprits disent il faut arrêter le tout nucléaire, c'est malheureusement un slogan peut-être qui peut faire plaisir à quelques-uns, mais qui est en décalage complet avec la réalité. Aujourd'hui, notre pays, s'il n'a pas effectivement la disponibilité de l'énergie fossile que nous achetons, eh bien c'est 2/3 de réduction de notre capacité de consommation finale, qui est la seule chose qui intéresse évidemment le consommateur et les industries en question. Donc, cette substitution, le choix qui a été fait au niveau européen, au niveau français jusqu'à maintenant, c'est essayons de privilégier les énergies renouvelables, même si nous savons qu'il y a un certain nombre de difficultés à le faire. Voilà effectivement la stratégie qui est celle de notre pays à l'heure actuelle, avec des bénéfices attendus, une forte amélioration de la balance, de l'équilibre de la balance commerciale, une forte réduction des impacts sanitaires, environnementaux et climatiques, et bien évidemment une prolongation des ressources naturelles pour les usages difficilement substituables. Il ne s'agit pas d'éliminer l'accès aux énergies fossiles, bien évidemment, qui sont une merveille en termes de densité et de facilité d'usage de ressources énergétiques, mais au contraire de l'épargner pour pouvoir la faire durer le plus longtemps possible pour les usages non substitutifs. Alors, substituer en France, ça veut dire quoi très concrètement? Aujourd'hui, 75% pratiquement des énergies fossiles servent dans 2 secteurs, l'habitat et le tertiaire, c'est-à-dire simplement le chauffage et le fonctionnement interne des bâtiments, et deuxièmement, c'est effectivement le transport. 75%, c'est cela. Et donc tout l'enjeu, c'est d'essayer de substituer dans ces usages la dépendance aux énergies fossiles par des énergies renouvelables. Et heureusement, d'une certaine manière, cela semble possible. Alors le scénario, encore une fois, du CEA, qui, comme vous le savez, s'est construit essentiellement autour de l'électricité. Donc le vecteur électrique est évidemment un vecteur adapté à l'usage en milieu urbain, à l'usage effectivement économique, parce qu'on peut concentrer les moyens de production, on peut donc envisager des réseaux. Et donc la vision propre du CEA, au-delà de l'effort d'efficacité énergétique, c'est-à-dire d'énergie consommée pour pouvoir effectivement réduire notre dépendance aux énergies fossiles, eh bien c'est d'essayer de combiner à la fois la capacité de production électrique d'origine nucléaire, qui est la mieux adaptée à une production stabilisée, comme vous le savez, même si vous arrêtez entre guillemets la réaction nucléaire, pendant encore un certain temps, il y a une libération considérable de chaleur liée à la désactivation radioactive. Donc ça ne s'accommode pas d'un stop and go permanent. À ce moment-là, évidemment, étant donné les conditions thermiques de pression dans lesquelles vous travaillez, vous faites vieillir beaucoup plus rapidement les installations. Donc, production la plus stabilisée possible pour les besoins que j'appellerais incompressibles. Et là, il faut que chacun d'entre vous ait à l'esprit une donnée. La France, elle, a besoin d'une puissance moyenne sur l'année de 60 milliards de watts, 60 gigawatts, avec une puissance par contre appelée instantanée d'électricité qui va de 30 gigawatts à 105 gigawatts.
Voilà. Le socle en France, qui est très difficile à réduire, c'est 30 gigawatts. Donc, et c'est quoi? Eh bien, c'est le circuit effectivement de distribution d'eau, c'est les transports, c'est les hôpitaux, c'est la chaîne du froid alimentaire qui n'est pas compressible. Donc, jouer de cela. Et pour les énergies renouvelables dont nous savons qu'effectivement leur production est fluctuante dans le temps, elle est par nature intermittente, essayer de la concentrer sur les usages flexibles et sur les usages locaux. Voilà la stratégie qui est la nôtre. Alors ça veut dire qu'il faut nécessairement à ce moment-là veiller à adapter l'offre et la demande avec des moyens que vous connaissez. D'une part le stockage de l'électricité sous forme de batterie, et ça c'est compatible avec le transport automobile pour une large part. Hein. Pour vous donner une toute petite idée, si les 36 millions de véhicules aujourd'hui particuliers et utilitaires utilisés en France avec le kilométrage qu'ils parcourent chaque année étaient totalement à motorisation électrique, ça ne consommerait que 15% de plus d'électricité que maintenant. C'est-à-dire à la limite, c'est dans l'élasticité des moyens de production tels qu'ils existent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, le moteur, évidemment, thermique est nettement moins performant que le moteur électrique, un facteur à peu près 6. Si vous faites le calcul que l'électricité, quand vous la produisez, évidemment, par rapport à l'énergie thermique, vous êtes au mieux dans un rapport, on va dire, 40%, voilà. Donc, vous êtes quand même bénéficiaire. Vous divisez au minimum par 2 ou 3 l'énergie consommée pour pouvoir avancer même service. Donc, les batteries sont un vrai enjeu, et c'est là où la communauté scientifique doit se mobiliser sur cet aspect-là. Tout ce qui est aussi les modes de stockage de chimiques, par la production d'hydrogène à partir de l'électrolyse haute température, la consommation de la biomasse et éventuellement l'ajout d'hydrogène pour pouvoir effectivement produire des biocarburants de 2e ou 3e génération. C'est aussi une piste qu'il faut envisager. Mettre de l'intelligence dans les réseaux, c'est-à-dire effectivement essayer de demander au consommateur de pouvoir s'effacer dans sa demande quand elle n'est pas prioritaire au profit d'autres enjeux. Voilà effectivement comment nous avançons. Avec des applications nouvelles, comme vous le voyez, dans les véhicules hybrides électriques, dans le mode de construction des bâtiments, en essayant d'utiliser au mieux à la fois l'électricité et la chaleur, et avec la convergence habitat-transport. Et puis beaucoup plus loin, évidemment, comme vous le savez, c'est des nouveaux types de réacteurs utilisant l'énergie nucléaire, qu'elles soient de type fission nucléaire avec les réacteurs à neutrons rapides, et j'en dirai un mot dans quelques instants, ou même plus loin encore, la fusion nucléaire. Et comme vous le savez, nous ne sommes pas très loin de Cadarache, où actuellement est en train de se développer le grand projet international ITER, dont je pourrais dire quelques mots tout à l'heure. Mais personne ne peut ignorer aujourd'hui que l'énergie nucléaire est un objet de questionnement. Il y a eu Three Mile Island, un accident nucléaire sérieux qui, à l'époque, n'avait conduit à aucun dommage à l'extérieur du site nucléaire, pratiquement, donc aux États-Unis. Tchernobyl, donc chacun présent à l'esprit effectivement les extrêmement graves et durables conséquences, et Fukushima plus récemment. Donc il est clair que le choix nucléaire, il impose une exigence absolue en matière de sûreté nucléaire et de transparence. Quand on fait le choix du nucléaire, de toute façon, on fait le choix du nucléaire pour un siècle. C'est-à-dire que quand on construit un réacteur, si on veut en tirer le bon rendement par rapport à l'investissement initial que l'on a fait, c'est environ un siècle. Le rapport de la Cour des comptes, par exemple, récent, sur le prix réel de l'électricité en France avec le parc tel qu'il est le nôtre, il a conclu toute dépense assumée, c'est-à-dire à la fois la dépense de recherche, la dépense de construction, la dépense d'exploitation, la dépense de démantèlement, d'assainissement, de stockage des déchets. Si vous avez 100 € consacrés à l'électricité, 90 € pour un réacteur qui a une durée de vie de 30 ans, 90 € sont liés à l'investissement initial. 10 €, c'est le combustible, l'exploitation, le démantèlement, l'assainissement, etc. Donc il est clair que si vous faites cet investissement, ce n'est pas pour s'arrêter au milieu du chemin. Il faut le prolonger le plus longtemps possible, pour autant que la sûreté soit effectivement respectée. Et cette sûreté, elle repose sur 2 piliers absolument indissociables. Une conception extrêmement robuste de l'ensemble des installations nucléaires. Et deuxièmement, pas moins important, et c'est ce que rappelle Fukushima avec beaucoup d'acuité, c'est qu'il faut une chaîne opérationnelle et une chaîne décisionnelle qui soit bien entraînée, capable de faire face aux événements les plus improbables, d'accord,
afin qu'elle puisse garantir l'absence de relâchement de radioactivité hors du site nucléaire en toutes circonstances. Voilà les arguments effectivement qui justifient cet effort, à savoir que cet effort de développement du nucléaire ou de maintien du nucléaire n'a de sens que s'il y a des bénéfices qui sont évidemment largement supérieurs aux risques encourus, en limitant bien évidemment aussi fortement que possible les risques. Deuxième aspect qui est très important effectivement du nucléaire, c'est d'assurer l'optimisation du potentiel qu'il représente. Bon, il y a un premier enjeu qui est l'amélioration de la sûreté des réacteurs, je viens d'en parler. Il y a un deuxième enjeu qui est l'optimisation de la ressource uranium. L'uranium n'est pas infini. Les quantités d'uranium qui sont aujourd'hui disponibles, avérées dans le sous-sol, si on développe le nucléaire, disons à peu près le double de ce qu'il est aujourd'hui, c'est 100 ans. Mais il faut savoir qu'on n'utilise aujourd'hui que 0,6% du contenu énergétique de l'uranium. 99,4% est simplement stocké. Donc un des enjeux forts, c'est d'essayer d'utiliser effectivement cette ressource d'uranium disponible. Alors d'une certaine manière, ça tombe bien, parce qu'il y a un cycle catalytique vertueux qui est, si vous mélangez l'uranium et le plutonium, eh bien, le plutonium va être consommé en même temps qu'il va être pour partie régénéré, avec, comme vous le savez, des options variables qui sont depuis donc la sous-consommation, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous détruisez du plutonium, et que je pense qu'au moment où on arrêtera le nucléaire, il faudra rentrer dans cette logique-là, et puis, parce qu'il y aura eu d'autres alternatives qui se seront présentées, ou bien au contraire, on peut aller sur la surgénération. Donc l'enjeu majeur, c'est celui-ci. Moi, j'estime, en tant qu'administrateur général du CEA, que notre responsabilité n'est pas de laisser aux générations futures des centaines de tonnes de plutonium, donc accessibles. Hein, vous le savez, en France, aujourd'hui, on produit environ 10 tonnes de plutonium par an, en raison même simplement de la consommation de les 58 centrales nucléaires actuelles. La caractéristique du plutonium, au-delà, effectivement, de sa nocivité, donc on va dire chimique ou radioactive, c'est qu'elle a une caractéristique de criticité. Et je dirais, pour faire très simple et ne pas aller trop loin dans le détail, moins de 100 kg suffisent à ce que vous ayez une réaction spontanée si jamais cette matière se trouve ne serait-ce que rassemblée localement sans une compacité élevée. Alors il ne va pas y avoir la grande explosion nucléaire, mais il va y avoir un dégagement de chaleur qui va évidemment reséparer cette matière, et avec ce dégagement de chaleur, il y a un dégagement de neutrons, et ce n'est pas ce qui est le mieux dans un stockage, à coup sûr. Donc il faut essayer de l'utiliser. Et puis, évidemment, si on le peut, réduire l'inventaire des déchets. Hein. Ce qu'il faut savoir, encore une fois, c'est lorsque vous mettez de l'uranium, donc du combustible dans un réacteur, 18 mois ou 24 mois plus tard, quand vous le sortez, la radioactivité du combustible usé, elle est environ 100 000 à 1 million de fois plus élevée. Donc il est clair qu'un taux de réactivité, une dose pareille, est incompatible avec la vie, et il faut confiner et stocker. Et donc il est clair que plus nous pourrons raccourcir le temps de stockage, mieux cela vaudra. Aujourd'hui, si nous ne faisons rien, le temps de stockage pour que cette radioactivité, que j'appellerais exaltée à la sortie du réacteur, revienne à un niveau, et ceci par le jeu spontané de la désactivation radioactive, qui soit équivalent à la radioactivité initiale, c'est de l'ordre du million d'années. Donc c'est une échelle de temps qui n'est pas évidemment familière à chacun d'entre nous. Et comme je viens de l'indiquer, l'enjeu, c'est d'essayer effectivement de brûler ce plutonium en même temps qu'effectivement engager le cycle donc, que j'ai appelé catalytique de consommation de l'uranium, qui est l'uranium aujourd'hui 238, qui est l'uranium qui n'a pas de fissilité spontanée, qui est fertile, qu'on peut transformer en quelque chose de fissile, mais qui ne l'est pas spontanément. Et ça, c'est l'enjeu des réacteurs à neutrons rapides. Le grand avantage des réacteurs à neutrons rapides, c'est qu'ils sont capables, d'une part, de consommer toutes les variétés de plutonium, d'accord, et d'autre part, d'engager ce qu'on appelle un processus de capture donc des neutrons par l'uranium 238 qui produit du plutonium et donc par là même un cycle vertueux. Si on engage ce travail effectivement à partir de ce qu'on appelle les réacteurs à neutrons rapides, avec évidemment l'impératif de pouvoir recycler les matières, puisque comme vous le savez, au bout d'un certain temps, le combustible nucléaire, donc par les produits de fission, est empoisonné pour pouvoir dégager, pour pouvoir maintenir la réaction en chaîne. Et à partir de là, il faut effectivement recycler les matières. Et donc c'est l'objet du démonstrateur technologique Astrid, que le gouvernement et la loi
à demander au CEA, avec ses partenaires industriels et ses partenaires internationaux de développer. Et je peux dire, par exemple, que je reviens à la fois du Japon et de la Russie, et ces deux pays sont extrêmement demandeurs pour que l'on coopère étroitement sur ce projet de réacteur de 4e génération. Mais, et j'espère avoir été très clair, la conviction du CEA, c'est que les énergies nucléaires ne peuvent pas être le substitutif exclusif, bien évidemment, des fossiles. Ils l'ont été dans un premier temps. Il y a une place impérative à laisser au développement des énergies renouvelables, au-delà, effectivement, des énergies nucléaires et de l'efficacité énergétique. Et donc, le CEA s'est mobilisé dans ce domaine autour d'un certain nombre d'impératifs. Le premier, c'est le stockage de l'énergie. Si on veut développer les énergies renouvelables, nous devons stocker l'énergie. Il est, de mon point de vue, totalement irréaliste de s'amuser à connecter l'ensemble du réseau donc avec des capacités qui seront au maximum de la capacité des installations renouvelables, alors que celles-ci produisent en moyenne 25% du temps. Voilà. Et on voit l'absurde auquel ça donne, vous en êtes sans doute informés. Aujourd'hui, en Allemagne, ils ont éolien plus solaire, plus de capacité installée que la totalité de la capacité nucléaire française. Ils ont plus de 65 gigawatts, donc milliards de watts de puissance installée. Mais évidemment, le soleil en Allemagne comme en France, mais à Marseille c'est un peu plus généreux, ne brille que, on va dire, entre 11h et 10h le matin avec une intensité suffisante et 15h, 16h. Donc vous avez un pic de production et puis après plus rien. Et comment vous gérez cela? Alors, bien sûr, il y a toujours la solution de faire appel aux combustibles fossiles, mais on est en contradiction avec ce que l'on vient d'évoquer. Parce qu'à ce moment-là, on est obligé d'installer des équipements avec des investissements lourds et on les utilise qu'une très faible fraction du temps. L'absurde aujourd'hui, c'est, vous le savez peut-être, et la France bénéficie de la décision Allemagne, c'est qu'on achète, enfin plus exactement, les Allemands nous payent pour qu'on achète leur électricité, pour qu'on consomme leur électricité. Depuis, donc, sur l'année 2012, chaque mois, ce qui n'était jamais arrivé depuis l'histoire de l'interconnexion européenne, les Allemands ont exporté vers la France plus d'électricité qu'ils n'en ont importé. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix d'achat obligé, effectivement, sur les énergies renouvelables, et quand ils ont des énergies renouvelables, eh bien, ils sont obligés de les couler, parce que si jamais ils arrêtent, la reprise du réseau aura des délais qui ne seront pas compatibles et que vous aurez des blackouts. Donc, la première chose, c'est stocker pour pouvoir effectivement gérer localement la production locale et ne pas la mettre sur le réseau événement. Bon, l'énergie solaire, les productions d'hydrogène, les biocarburants, je ne vais pas trop rentrer dedans. Le détail, premier effort que nous faisons, c'est le stockage, avec des stockages sous forme batterie. Et là, il y a un énorme chantier, et j'ai vu qu'il y a plusieurs interventions qui le présenteront. Et là, la communauté scientifique doit se mobiliser parce qu'il y a des progrès considérables qui ont déjà été accomplis. Au cours des 5 dernières années, vous le verrez, il y a des progrès énormes qui ont été accomplis, mais il y en a encore beaucoup d'autres à accomplir. Que ce soit pour le stationnaire ou que ce soit pour la mobilité. Deuxième aspect qui est utilisable fortement, c'est transformer, donc à l'aide de l'électricité, l'eau en hydrogène et en oxygène, et éventuellement les recombiner ultérieurement le moment où vous en avez besoin. Ou au contraire, l'hydrogène, le combiner avec la biomasse pour pouvoir avoir la meilleure stoichiométrie carbone afin de produire des hydrocarbures, puisque comme vous le savez, la biomasse, les carbohydrates, grosso modo le rapport hydrogène-carbone c'est 1,5, alors que vous avez besoin de 2, donc si vous voulez faire des hydrocarbures. Voilà, il y a des expérimentations qui ont eu lieu, il y en a en Corse, donc qui réunissent différents partenaires. L'idée dans le domaine de l'énergie, c'est pas faire des démonstrations simplement à l'échelle d'un phénomène. Il faut un système intégré. Et donc la démarche du CEA, elle est d'avoir un système intégré qui va depuis la compréhension la plus fine et la plus intime des éléments qui constituent les matériaux de base des différents équipements, que ce soit dans le type des nanocatalyseurs pour piles à combustible, les nanopoudres pour les batteries, les nanofils pour les cellules solaires, donc jusqu'au démonstrateur, en passant par effectivement des composants cœur qui intègrent ces composants et en montrent l'efficacité globale et qui ensuite, effectivement, l'ayant intégré dans un système, en font une démonstration à une échelle représentative. Et un des efforts majeurs, de mon point de vue, que la France doit faire, c'est être en capacité de pouvoir se mobiliser sur des démonstrateurs. Mais il faut le faire à la bonne échelle. Si vous voulez, pour moi,
décider de produire 6 gigawatts de production électrique éolienne offshore, alors qu'on n'en a pas encore, entre guillemets, le premier démonstration, c'est aller trop vite. Nous consommons des ressources vaines. Voilà, ça c'est ma liberté de chercheur de dire ce que je pense à ces sujets. Voilà, énergie renouvelable, je vous montre par exemple, ça c'est des résultats concrets, véritablement obtenus, démontrés. Vous voyez que depuis les années 1980, vous êtes capable d'avoir effectivement un progrès tout à fait substantiel avec une grande fiabilité. Pour moi, pour ce qui concerne les batteries, la première qualité que nous devons avoir, c'est la fiabilité et la sûreté. Il faut comprendre que si vous voulez avoir autant d'énergie dans votre voiture pour pouvoir faire ne serait-ce que 500 km, donc 60 litres d'essence, c'est une concentration d'énergie exceptionnelle. Si vous voulez avoir l'équivalent dans une batterie, eh bien vous allez avoir la même énergie. La grande différence qu'il y a entre un réservoir de carburant, c'est que le comburant, c'est-à-dire l'oxygène, n'est pas localisé avec le réservoir. Il est à l'extérieur. La combustion, elle se fait ailleurs, elle se fait dans le moteur. Alors que dans une batterie, vous avez mis côte à côte, et de préférence de la manière la plus condensée possible, c'est-à-dire pratiquement à des distances submillimétriques, d'accord, deux réactifs qui n'ont qu'une ambition, c'est évidemment de réagir l'un sur l'autre et de dégager leur énergie. Donc l'enjeu, stabilité, fiabilité est, à mon avis, l'enjeu majeur. Même si on a quelques pourcents de rendement de moins, ce n'est pas, à mon avis, un danger. Le jour où on développera les batteries pour les véhicules électriques à très très grande échelle, s'il y a un accident, voilà, eh bien, vous ruinerez la confiance que pourra avoir l'opinion publique, vous renchérirez peut-être vainement, mais au moins c'est comme ça que ça se passera, les exigences de sûreté, et ça ne marchera pas. Dernier point dont je voudrais vous parler, c'est effectivement la stratégie qui est de pouvoir stocker donc, utilement l'énergie électrique intermittente sous forme de biocarburant, où là, il y en a toujours besoin. Il y en a besoin pour l'aviation, il y en a besoin effectivement pour le transport maritime, par exemple, et bien d'autres matières. Et en plus, l'hydrogène, vous pouvez l'utiliser directement. C'est un carburant, je dirais, de très grande qualité. Vous le savez peut-être, dans le nord de la France, il y a un réseau, par exemple, de distribution d'hydrogène industriel qui fait plus de 1000 km de longueur et qui offre toutes les stabilités, tous les avantages. Et donc, une des stratégies du CEA, c'est d'essayer, de produire cet hydrogène au meilleur coût, avec toute la sûreté souhaitable, et soit de l'utiliser directement, soit de le combiner avec la biomasse, comme je l'ai indiqué, parce que vous allez pouvoir produire des biocarburants de grande qualité, de grand intérêt. Juste encore une fois, il faut toujours avoir quelques idées d'ordre de grandeur. En France, la production grâce généreuse du soleil à la photosynthèse, c'est à peu près 160 millions de tonnes d'équivalent pétrole de biomasse qui est produite par an. Donc aujourd'hui, c'est moins de 70 millions de tonnes qui sont consommées à des fins alimentaires, à des fins industrielles ou à des fins de chauffage. Donc il y a des marges considérables de progrès dans l'utilisation de cette biomasse produite, dans ce qu'on appelle les rémanents forestiers ou les déchets de l'agroalimentaire, si vous voulez. Et donc, en France, il y a au moins 40 millions de tonnes de pétrole équivalent qui sont aujourd'hui accessibles. Le tout, c'est qu'il faut les collecter, et c'est vrai que c'est une matière diffuse, et les transformer. Et c'est l'enjeu de ce que nous faisons donc, au travers des démonstrateurs de gazéification. Donc on prend la biomasse, un carbohydrate, un mélange carbone, hydrogène, oxygène, on transforme ça en un mélange hydrogène et monoxyde de carbone, on rajoute de l'hydrogène pour avoir la bonne stoichiométrie et perdre le minimum de carbone, on fait passer sur un catalyseur et on aboutit effectivement à une production de biocarburant. Voilà la vision qui est celle du CEA, et pour conclure dans les 2 minutes qui suivent, cette vision, elle s'inscrit dans une vision plus large, qui est celle, comme je l'ai dit au tout début de mon intervention tout à l'heure, qui est l'Alliance nationale pour la coordination de la recherche en énergie. Lorsque la ministre et le gouvernement, par le biais du président de la République, a annoncé qu'il voulait lancer un débat sur la transition énergétique, l'ANCRE, qui réunit, comme je l'ai dit, 19 grands organismes, et encore une fois, on pourrait dire qu'il y en a 29, parce qu'il y a au moins une dizaine d'universités et de grandes écoles, par exemple, qui contribuent très fortement à la recherche dans l'énergie, eh bien, nous nous sommes proposés pour qu'il y ait la vision des scientifiques qui soit proposée au débat. Et la ministre, que ce soit Mme Batteau ou Mme Fioraso, ont répondu extrêmement positivement. Et donc, nous avons mis en place un groupe de travail. Bon, actuellement, il y a plus de 400 scientifiques qui ont contribué à ce travail, donc pour essayer d'élaborer 3 scénarios. 3 scénarios typés qui respectent les éléments de cadrage que le gouvernement
a souhaité afficher. Premier élément de cadrage, on divise par 4 la production des gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Deuxième élément de cadrage, ça c'est un engagement international qui a été pris, de la France. Donc celui-là, il est difficile de revenir dessus. Deuxième, c'est, comme vous l'avez entendu, donc c'est faire passer le pourcentage de production d'électricité d'origine nucléaire de 75% aujourd'hui, même un peu plus, à 50% à l'horizon 2025. C'est se mettre une contrainte extrêmement forte. Mais nous avons dit pourquoi pas, puisqu'il y a un affichage politique, essayons l'exercice. Donc, il y a eu 3 scénarios. Un scénario sobriété renforcée. On essaie de réduire au maximum la consommation d'énergie. Et à ce moment-là, eh bien, il y a un certain nombre de choix qui sont faits sur la capture et le stockage donc du CO2, la mise en place des réseaux. Voilà, premier scénario. Deuxièmement, c'est on utilise au mieux le potentiel électrique, c'est-à-dire on développe très fortement les productions d'électricité d'origine renouvelable, avec toujours la contrainte du 50% nucléaire, voilà, avec des nécessités de technologies de rupture qui sont le stockage électrique de très grande capacité, comme je l'ai dit il y a quelques minutes. Et le troisième point, c'est vecteurs diversifiés. Là, j'accepte de garder un talon encore de produits fossiles en essayant de substituer les produits fossiles les plus hydrogénés par rapport aux produits fossiles qui sont aujourd'hui utilisés. Voilà ces éléments. Et donc, pour vous donner une petite idée, ça veut dire que le taux de dépendance de la France, qui est aujourd'hui de plus de 51%, donc à l'importation de produits énergétiques, eh bien, dans le cas de la sobriété, elle serait réduite à 33%. Dans le cas du scénario que j'ai appelé décarbonisation par l'électricité, à 29%. Et dans le cas de scénario diversifié, à 23%. Donc nous gagnerions clairement dans toutes ces hypothèses sur la dépendance énergétique. Deuxièmement, dans toutes ces hypothèses, il y a une vraie réduction effectivement des consommations énergétiques avec des modifications comportementales et des développements technologiques. C'est moins 29% sur notre consommation par rapport à 2000, donc dans le cas de la sobriété, moins 17 ou 18% dans les deux autres. Voilà le scénario. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail. Tout cela a été étudié assez finement avec effectivement des scénarios. Alors vous voyez que selon les différents éléments, vous pouvez avoir des transitoires où il faut augmenter très fortement la part effectivement des énergies renouvelables, comprimées, etc. Donc voilà, ça c'était la consommation énergétique, enfin la production qui était évidemment égale à la consommation. Et là c'est effectivement, vous le voyez, la capacité installée. Vous voyez que dans le cas de l'hypothèse par exemple de l'électrification, pour pouvoir avoir le scénario 2025, donc à 50% de l'énergie nucléaire, et même au-delà, ça oblige à avoir un parc d'énergie renouvelable tout à fait considérable, donc installé, mais ça c'est le prix à payer parce que par rapport à la capacité nominale, il ne produit qu'environ 25% en question. Donc, ce scénario a été publié, il est sur le site de l'ANCRE, il est accessible, il a été transmis au gouvernement, transmis au Parlement, avec des ruptures technologiques majeures qui sont nécessaires, et derrière ça, évidemment, des avancées scientifiques exceptionnelles qu'il va falloir pouvoir faire. On constate que atteindre l'objectif du nucléaire, 50% en 2025, par une substitution des énergies fossiles par les renouvelables, c'est extrêmement requérant. Ça nécessite des ruptures absolument majeures. Et dans ces conditions-là, nous avons proposé au gouvernement de relâcher la contrainte 2025. En disant, voilà, si ce n'est pas 2025, est-ce qu'on peut le faire en 2030, 2040 ? Sachant que cette réduction du pourcentage de l'énergie nucléaire dans la production électrique ne signifie pas nécessairement la réduction de la capacité productive. Puisque, comme je vous l'ai dit, vous substituez les énergies fossiles par de l'électricité. Donc, vous allez augmenter la part de l'électricité dans le mix. Et de manière simplifiée, j'explique souvent à mes interlocuteurs qu'aujourd'hui, 50% de notre consommation primaire donc, est de l'électricité, 75% du nucléaire. Si demain nous sommes à 75% de notre consommation primaire sous forme d'électricité, 50% de nucléaire ne réduit pas la capacité. Chacun d'entre vous le comprend bien, 50% de 75% égale 75% de 50%. Voilà. Donc les conclusions que je vous porte, c'est-à-dire que c'est un véritable défi qui va reposer d'abord sur un énorme effort d'efficacité énergétique et la substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables, sous réserve d'améliorer fortement la compétitivité économique de ces énergies renouvelables et avec une part de nucléaire
qu'il appartient à notre société de réfléchir, des enjeux économiques auxquels nous sommes confrontés qui nécessitent des développements scientifiques et technologiques majeurs. Donc il y a tout un ensemble de listes qui est là. Tous ces objectifs donc, va nécessiter une mobilisation de toutes les communautés scientifiques et c'est ce à quoi je vous invite. Voilà, je vous remercie de votre attention. Très bien, merci.